Voilà, donc au-delà d'un hommage aux oiseaux et aux sourds-muets, je voulais juste mettre en évidence, avec le sourire, l'importance de la communication non verbale. Les sémiologies ont démontré que les mots n'ont pas le monopole du sens et que la gestuelle et les intonations participent aux échanges. Alors pour une traduction en langage courant, je voulais remercier Anne et Valérie pour l'organisation de ce séminaire qui permet une réflexion sur les gestes ambigus. Le terme d'ambiguïté est souvent utilisé de façon péjorative pour décrire quelque chose de pas net, pouvant aller vers le malsain. Je me suis toujours étonné de cet usage, alors que je sens chez moi une tendance à cultiver ces zones d'ambiguïté qui contiennent les différents sens que l'on peut donner à chacune de nos actions. Je revendique donc l'ambiguïté comme une manière de percevoir, de penser et de sentir les choses. C'est un état subtil qui accroît la potentialité d'une chose ou d'une action et laisse ainsi aux autres l'occasion d'y trouver ce qui résonne le mieux pour eux. L'ambiguïté représente pour moi une possibilité d'ouverture et de synchronisation plutôt qu'un moyen de mettre l'autre mal à l'aise. Mais peut-être devrais-je utiliser le terme de polysémie qui donne aux mêmes situations une valeur positive. Notre culture privilégie la clarté et la transparence, ou s'encline à catégoriser qu'à favoriser les flous de la transversalité. Pour ma part, je me sens profondément artiste, alors qu'il s'agit d'une des fonctions les plus ambiguës. Signifiant à la fois tout et rien, il nécessite d'être spécifié pour que l'interlocuteur comprenne de quoi il s'agit. Plasticien, musicien, cuisinier, jardinier, le statut même de l'artiste est ambigu, aussi bien d'un point de vue juridique, comptable que social. Je ne vais pas rentrer dans ces détails aujourd'hui, mais l'artiste est à la fois profondément inutile et absolument indispensable. L'histoire de l'art nous apprend, en particulier depuis Duchamp, que l'art est là où l'on décide qu'il doit être. On mesure donc bien l'importance de l'intention, qui est aussi déterminante dans la notion d'ambiguïté. Mon activité principale est un travail d'exploration et d'expérimentation dans un champ non balisé pour aller interroger les limites de tous ordres. Mes recherches artistiques me mènent souvent hors de ma zone de confort. J'ai remarqué, par exemple, que je me suis souvent intéressé, mis à travailler avec un matériau ou sur un sujet qui me semblait problématique, me déranger, voire me dégoûter, ou même révolter. En travaillant dessus, j'apprenais à comprendre les raisons provoquant mon dégoût et aussi ce que cela générait chez les autres. Pour comparer avec le travail du masseur, et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi cette activité complémentaire plus récemment, il s'agit d'aller détecter les zones de congestion ou de tension pour les digérer, les métaboliser et produire une forme pertinente. Alors pour planter le décor, voici quelques pièces que j'ai pu réaliser. Au croisement de l'activisme et du design humain, j'interroge les grandes problématiques de notre espèce, avec des trophées de chasse humains, la vente de territoire par correspondance ou des baisers protégés. J'imagine sa mutation par fusion de l'organique et du digital, avec la relique de l'homme bionique, transcorporation, les réseaux de cerveau ou corps réseau. Je réalise également de grands dessins dans la série des Human Profile qui mettent en évidence la porosité des organismes et les flux énergétiques qui les relient. Je suis particulièrement sensible aux principes d'émergence, d'évolution et de prolongation des corps, ainsi qu'à l'aller-retour permanent entre identités individuelles et collectives. Au-delà de cette approche corporelle, je m'intéresse à la manière dont se structurent les débats et les prises de décision au sein de notre écosystème mondial. Je donne par exemple des conférences en faveur d'une démocratie directe basée sur un logiciel de gouvernance qui synthétiserait les avis de chacun et remplacerait le personnel politique. Alors comme premier focus sur la peau,
qui va nous occuper pour cette première partie. Je voudrais commencer par présenter le projet de la vente de territoire par correspondance, qui présente donc un corps comme territoire de l'identité. Le corps d'un homme ayant été scanné et fragmenté en parcelles de 10 cm² se trouve ainsi mis en vente sur l'Internet. La géographie du corps devient un puzzle d'organismes territoriaux. Chaque parcelle est répertoriée et décrite pseudo-scientifiquement. L'internaute est invité à explorer intégralement et librement le corps d'un individu, mais le voyeurisme est déçu et la perspective érotique est frustrée par la fragmentation du corps qui le rend abstrait. Cette vente métaphorique de peau pose la question de l'appropriation du corps d'un individu et se trouve concrétisée par un contrat de type notarial. Ajoutons qu'il s'agissait du corps d'un SDF, ce qui rend incontournable la question de l'exploitation du corps d'autrui et aussi celle de la propriété. Suivra une version photographique comme alternative à la représentation d'un individu dans la longue tradition du portrait. Quelques années plus tard, en cherchant à créer une peau pour mon sac à os, j'ai fait des tests avec le latex et en le travaillant d'une certaine manière, j'ai obtenu une texture plissée qui m'a interpellé. Voyant la richesse de cette membrane synthétique, j'ai scindé mon projet en deux propositions distinctes, d'une part Skin Bag et d'autre part la relique de l'homme bionique. L'une développant le superficiel, l'épiderme, l'enveloppe, le contenant mou, l'autre s'intéressant au squelette, à la structure et au fonctionnel interne de l'organisme. Les premiers modèles de Skin Bag pastichent des sacs de supermarché, faisant ainsi le lien entre notre peau individuelle et la consommation de masse. Certains ont tatoué le logo de marque pour montrer à quel point ces corporations parviennent à nous incorporer leurs logos qui deviennent des signes identitaires et sociaux, nous transformant en enseignes. Il m'apparaissait que les sacs Skin Bag devaient être pensés comme des extensions corporelles, des organes externes dont la fonction est de contenir tous les objets qui nous accompagnent et font partie de notre identité. Je suis aussi passé des tatouages aux scarifications. Précisons que tous les Skin Bags, même les plus complexes, sont réalisés en une seule pièce et ne comportent aucune couture. Il s'agit donc essentiellement d'un travail de sculpture, aussi bien en ce qui concerne la forme globale que la texture superficielle. Cela était l'occasion de penser les choses de manière alternative aux paradigmes textiles habituels. La mise en œuvre de cette peau synthétique permet de donner un aspect organique à n'importe quel objet. C'était donc l'occasion de réaliser des housses pour ordinateurs et caméras et autres appareils électroniques pour anticiper la fusion biologique, digitale. Force est de constater que la miniaturisation des composants digitaux nous permet de les répartir à la surface de nos corps et aussi à l'intérieur. Il semble même inévitable qu'ils finiront par se connecter à nos cerveaux pour assurer différentes fonctions thérapeutiques ou de confort, comme par exemple la connexion à des senseurs actionneurs que l'on pourra assimiler à de nouveaux organes, ou encore la collecte d'informations cognitives de toutes sortes, aussi bien conceptuelles qu'émotionnelles. En devenant neuronale, notre peau devient multimédia, revêtant ainsi une nouvelle forme de porosité. Le tête-à-main pourrait avoir une version digitale en contenant un ordinateur ou un disque externe pour insister sur son statut de processeur de mémoire auxiliaire. Alors le principal champ exploratoire de Skin Bag a été les habits. Et là, on peut évoquer le processus évolutif de certaines espèces animales qui ont besoin de muer pour grandir et pour se métamorphoser. Donc si la mue et l'enveloppe vide qui témoignent a posteriori de cette transformation, le Skin Bag pourrait signifier la volonté a priori de cette métamorphose chez l'humain. Il s'agit donc pas ici d'une évolution naturelle, mais fondée sur la technique, la culture et l'artificiel. Nos habits
seraient donc autant de drapeaux revendiquant nos corps comme un lieu prospectif. Je ne peux m'empêcher, pour illustrer ce jeu de mots, montrer quelques images des skin flags qui concernent la collectivité, la nation et l'intégration de l'individu dans le collectif. Les plis des skin flags se poursuivent d'une teinte de peau à l'autre pour mettre en évidence que c'est dans le lien entre les membres que se fait la cohérence du groupe, au-delà des distinctions raciales et idéologiques. Un groupe est, avant d'être un symbole abstrait, composé de membres. Par la matérialité même du support, les skin flags incarnent ce corps social, ne pouvant exister qu'en relation à autrui. Ma peau est mon drapeau. Mais revenons aux habits skinbag que je préfère appeler survêtements, pour insister sur le principe d'englobement. Alors que les vêtements traditionnels transforment notre apparence de peau en apparence de tissu, les survêtements skinbag présentent notre corps social sous une forme paradoxale de nudité. C'est donc moins l'être nu qui m'intéresse que l'être social tel qu'il se présente aux autres, incluant nos habits et nos extensions communicationnelles de tous ordres comme l'argent, les clés, le téléphone. Il s'agit de se confectionner une nouvelle peau qui définit les contours élargis de notre personnage et de notre image. Cette nudité sociale propose d'intégrer les organes digitaux à l'intérieur même de ces nouvelles limites corporelles, à moins qu'elles ne servent de support à de nouveaux modules ou excroissances afin d'acquérir de nouvelles fonctionnalités. Cette peau artificielle touchant au viscéral est une curieuse synthèse entre attraction et répulsion, malaise et fascination. On a l'impression d'une sorte de scalp qui laisserait ainsi nos muscles apparents. Le curieux paradoxe de cette peau qui ressemble à un dépeçage virtuel nous invite à comprendre ce qui conduit à lire ces membranes comme de la peau et en quoi réside leur pouvoir d'attraction. Alors, il y a quelques années, j'ai croisé le travail d'une artiste dont j'ai malheureusement oublié le nom et qui montrait des sortes d'habits réalisés à partir de moulages de peau assemblés par des cordes d'escalade. J'ai été surpris de voir à quel point ces moulages de peau rendaient beaucoup moins l'idée de la peau et étaient surtout beaucoup moins attirantes que mes skinbags. Alors la raison principale que j'y vois, c'est qu'il est difficile d'éviter le côté chair de poule quand on moule la peau. Cette texture hérissée crée une désagréable sensation de froid qui n'invite pas à la caresse. Mes membranes sont elles aussi texturées, mais les plis sont lisses et doux au toucher. Par ailleurs, dans le travail de cet artiste, la littéralité de la texture nous renvoie plutôt à l'idée du moulage de la peau, plus qu'à l'idée de la peau elle-même. Contrairement au skinbag qui présente quelque chose d'étrange, éveillant la curiosité, et que l'on cherche inconsciemment à assimiler à quelque chose de connu, en l'occurrence la peau. Je me suis aussi demandé si cette impression de peau était liée à la souplesse des élastomères que j'utilisais, ou encore à la couleur de peau que je privilégie. Mais les personnes continuaient à parler de peau pour des objets avec des couleurs résolument non corporelles et pour des objets rigides. De plus, s'il s'agissait d'une peau, elle serait vieille, balafrée, brûlée et surtout ridée par les années, et en tous les cas aux antipodes de la peau des références publicitaires. Et pourtant, elle incite au toucher, à la palper et à la caresser. Elle provoque une attraction révélatrice d'un trouble. J'en suis finalement arrivé à la conclusion que nous faisons une confusion entre peau et organique. Nous lisons ces objets comme étant organiques, plutôt animales, et nous savons qu'ils sont recouverts de peau. Et donc nous associons ces deux termes en les substituant l'un à l'autre, l'un par l'autre. Ce trouble viendrait donc du fait que l'on a l'impression d'appréhender un objet vivant, comme s'il s'agissait d'un animal familier, je devrais dire un organisme de compagnie. Cette matière suggère à la fois l'idée de régression, comme un retour à un état primal, et l'idée d'anticipation, qui nous projette dans une problématique de mutations à venir. Alors voici la robe de mariée, version skinbag, qui prend en compte l'évolution de nos mœurs et propose une alternative à la robe traditionnellement blanche, par signe de pureté et de virginité. On peut aussi lire
une allusion à la robe de viande de Jana Sterback. Dans la même famille des habits qui parlent du statut de la femme, voici la skinback burqa, réalisée la même année, dans un contexte de grands débats politiques sur le fait d'interdire ou non le port d'un tel vêtement. Cette proposition renvoyait dos à dos les pros et les antis. Le recouvrement du corps est remis en question par l'idée de nudité liée à la texture utilisée, à la matière utilisée. En fait, plus je travaillais sur ce projet, et plus je m'éloignais des raisons politiques et religieuses, et plus j'y voyais une possibilité de rupture avec la silhouette anthropomorphe, et l'occasion de pouvoir réinventer notre géographie corporelle, en particulier les zones érogènes. Pour finir, voici la social condom, réalisée à partir du moulage de visage de certains de mes proches, appelée aussi Facecape. Elle fait référence au réseau social Facebook, où il suffit d'appuyer sur un bouton pour devenir ami. Ici, pour faire partie de la CAP, cela implique un engagement d'une toute autre nature, puisqu'il s'agit de se faire mouler le visage. C'est d'ailleurs une expérience assez troublante que de sentir le plâtre froid au départ, qui devient chaud et en parfaite adéquation avec notre peau, et en quelques minutes, qui devient rigide comme une coque ou un exosquelette, et donc dont il faut s'extirper comme d'une nuit. Vous remarquerez que les liens entre les visages s'apparentent autant à des veines qu'à des racines ou à des fils électriques. Donc il y a une version murale, qui s'appelle le mètre carré du visage humain, que l'on pourrait rapprocher du traditionnel voile de Véronique. On en a mis aujourd'hui. Voilà, alors ces moulages de visage m'offrent une belle transition pour arriver à ma deuxième partie, centrée sur l'ambiguïté gestuelle et relationnelle au sein de mes dispositifs performatifs. J'ai eu l'idée donc d'utiliser les masques réalisés pour ma série des trophées de chasse humains pour fabriquer des masques en élastomère que j'ai appelés capotes faciales. Celles-ci m'ont permis de réaliser différentes photos de gens les portant dans différents contextes. La performance des baisers protégés encourageait le spectateur à mettre ses capotes faciales, partir à la recherche d'autres personnes portant cet accessoire, pour finalement tenter de les embrasser sur la bouche. Tels des préservatifs, ces masques sont hermétiques. Ils permettent donc certes d'embrasser qui on veut sans crainte, mais empêchent surtout de voir, de sentir et même de respirer. Il s'agit donc d'une expérience intérieure intense où tout devient compliqué, déboussolant, voire étouffant, puisque ça implique même de réapprendre à respirer sous et avec cette membrane faciale. Cette expérience de découverte d'un espace à l'aveugle, où la rencontre de l'autre se fait principalement par le tâtonnement, rompt radicalement avec les usages relationnels qui ménagent une distance de sécurité entre les individus. La pénétration de cet espace parmi l'assistance a provoqué des rires, souvent enjoués, mais parfois jaunes. Le spectateur devient partie prenante de la performance. Il ne sait pas très bien s'il doit se laisser palper le visage, les cheveux ou même d'autres parties du corps, ou s'il doit s'écarter pour s'abstraire de ses mains baladeuses, précédant un masque inexpressif. Le baiser, comme acte d'amour sensuel et comme signe de l'aspiration à une relation fusionnelle, se transforme en un simulacre relationnel désincarné, formant des couples hasardeux de deux personnes qui ne se connaissent pas. L'intimité est feinte, la sensualité absente, la pulsion frustrée, mais l'étreinte des corps est pourtant bien réelle. Où s'arrête la sensualité, la sensation, et où commence la simulation ? Il est intéressant de voir à quel point l'apparence fictionnelle devient plus vivante que la sensation effectivement ressentie. Par ailleurs, l'autre que l'on tient dans ses bras reste résolument inaccessible. Tout cela
laisse pas mal de place, de choses à méditer sur les relations humaines. Voyons aussi une référence au fameux baiser de Magritte. À ce propos, j'ai découvert lors des interventions passées de Catherine Vermorel et de Julia Maillard, dans le cadre de ce séminaire, toute la tradition iconographique du masque avec les problématiques de simulation et de dissimulation. Comment certains gestes donnent sens à un visage figé et symbolique. Et comment ces éléments s'articulent pour configurer et reconfigurer les identités. Voici une version de Marianne à partir des capotes faciales. Ce symbole de la République n'est pas représenté par les traits d'une personne spécifique, mais par un empilement de visages qui représentent les membres de la nation. Cela fait écho au skin flag présenté tout à l'heure. Précisons que des empreintes masculines font bien évidemment partie de ce dragon aux 1000 visages. Mais revenons à la burqa, que j'utilise pour des performances de différentes natures. En tant qu'accessoire de danse, elle est le moyen d'entraver nos mouvements et nos sens habituels, nous interdisant notamment l'usage de nos bras. Les danseurs sont donc poussés à développer une gestuelle adaptée en imaginant d'autres types d'interactions corporelles entre deux individus. Comme autre dispositif, je propose une performance où je propose à une performeuse revêtue de cette burqa de passer parmi les visiteurs et de rester devant l'un d'entre eux pour tenter d'entrer en communication par le regard. En général, cette performance a lieu dans un vernissage ou un cocktail pour la mettre en concurrence avec notre intérêt pour la nourriture. Le sourire se lit sur les lèvres, mais le rire jaune n'est pas loin. L'amusement, l'étonnement, laissant la place à la gêne, le spectateur se sentant désarmé par le mutisme de la burqa et ne sachant pas très bien quoi faire devant ce regard insistant. Finalement, rares sont ceux qui parviennent à développer une communication autre que par la parole, soit par un regard prolongé, soit par des gestes de synchronisation, comme on voit là. Alors j'ai réalisé un petit film qui dure 6 minutes, que je viens de finir, qui était proposé par Marc William, ici présent, et que je pourrais vous montrer tout à l'heure si jamais vous le souhaitez. Ajoutons que bon nombre d'hommes ne peuvent s'empêcher de fantasmer la femme qui se trouve sous la burqa, se plaisant à l'imaginer nue. Cela m'a donné une idée de moi-même porter cette burqa pour une performance spectacle. J'étais donc nu sous cette burqa, expérimentant différentes gestuelles pour jouer avec les plis formés par cette peau synthétique dans certaines positions. La burqa se relevait petit à petit pour devenir mini-jupe, puis laissant apparaître mon sexe, avant de m'en dévêtir totalement. Je me saisissais alors de mes lunettes de soleil pour produire une forme d'anti-burqa, où l'on pouvait voir la totalité de mon corps, à l'exception de mes yeux. Donc c'était pour moi l'occasion de mettre en évidence le déplacement de l'intimité des organes sexuels aux yeux, qui témoignent de mon activité cognitive et émotionnelle, et donc qui constitue pour moi le lieu de ma véritable intimité. Ajoutant que je suis souvent gêné par l'inexpression du regard de bon nombre de danseurs, ce qui contribue à désincarner leur gestuelle. Donc lors de mes performances de danse, je devrais dire gestuelles en tout cas, je n'hésite donc pas à me déshabiller, ne conservant alors que mes lunettes. Connaissez-vous d'ailleurs le joli terme français effeuillage pour striptease? Alors évidemment, mon approche n'a rien à voir avec le striptease lascif ou l'exhibition d'un corps à visée érotique. Pour reprendre l'image de la mue, mon idée est plutôt d'expérimenter un changement de peau vestimentaire et identitaire. Par ailleurs, j'aime convoquer nos gestes quotidiens, comme le fait de se déshabiller, que nous accomplissons normalement au moins 2 fois par jour, d'une manière automatique, alors qu'il offre pourtant une belle occasion d'exécuter toutes sortes de gestes intéressants. Et donc cela est l'occasion d'aborder un des points importants dans la manière dont je perçois la danse, le qigong, le yoga, la gym, enfin bref, toutes ces pratiques d'entretien psychocorporel.
Pour faire un bref historique de mon parcours, je fais du yoga de manière très irrégulière depuis ma jeunesse, et le Qigong a été récemment une découverte déterminante. Je trouvais là une gestuelle de la fluidité, de l'élégance, un enchaînement de mouvements connectés à notre respiration et en lien à une forme dynamique de méditation. Cela est devenu pour moi une référence gestuelle, un ancrage autour duquel gravitent toutes mes autres activités, ou plutôt que je lis volontiers à travers ce prisme. Il me semble essentiel que chacun trouve les pratiques qui lui conviennent, entre autres pour bien vieillir et pour stimuler notre tonus neuromusculaire. Ces pratiques ont le mérite de nous faire découvrir des postures de référence, de nous donner des habitudes gestuelles et surtout de nous rendre attentifs à nos perceptions corporelles. Mais tout cela n'a de sens que si l'on parvient, merci Barbara, à importer ces prises de conscience gestuelles dans notre vie quotidienne. Il s'agit de donner une valeur particulière à tous ces gestes que l'on fait de manière automatique, comme par exemple se déshabiller, se laver, manger ou même marcher. Le meilleur moyen pour cela est de les ralentir, pour prendre le temps d'apprécier, de goûter la position et la trajectoire. Ce ralentissement rend ces gestes ambigus en les enrichissant de sensations et de sens. La visée fonctionnelle de ces gestes devient donc le prétexte d'une sorte de promenade psychogestuelle. Prenez le temps de les charger du plaisir ressenti par l'observation de toutes ces variations de trajectoire. Laissez naître en vous les images de toutes sortes évoquées par le geste en cours. Et surtout, n'hésitez pas à y ajouter toutes sortes d'ornementations gestuelles qui s'inviteront, comme par exemple la rotation d'un poignet en attrapant un verre, ou le fait de replier ses doigts en tapant sur un clavier d'ordinateur. Bref, favorisez les mouvements limites de vos articulations trop peu explorées. Un geste sérieux, souvent perçu comme une corvée, comme le ménage, la vaisselle, le rangement par exemple, peut devenir une belle action, élégante, poétique et ludique. Il s'agit d'habiter son corps en même temps qu'on habite le lieu dans lequel on se trouve. Le terme de jouissance s'impose alors. Si certains de ces gestes vous paraissent ridicules, cela est peut-être l'occasion de vous confronter à votre représentation de la norme et à la valeur du regard que l'on pose sur vous. Pour ma part, j'affectionne l'image du bouffon, qui offre souvent une vision intéressante en désactivant certaines conventions sclérosantes ou en bousculant certains a priori. Je ne crains ni l'exubérance, ni le ridicule, parce que cela me permet de vivre d'une manière plus intense et globalement plus heureuse. Et si vous avez l'impression de perdre votre temps, relativisez la notion d'efficacité. Ces quelques secondes supplémentaires ne sont pas perdues, mais vous permettent au contraire de valoriser cette action et de vous sentir en résonance avec ce que vous êtes en train de faire. Ce travail de conscientisation perceptif, on utilise le terme de proprioception pour désigner la perception de la position des différentes parties du corps, permet aussi de repérer au plus vite une position inadéquate, un geste répétitif, avant qu'il ne devienne une sciatique ou une tendinite. Pour les éviter, il est important de sentir la manière dont les équilibres se jouent au sein de notre corps, et aussi de comprendre que le plus petit geste convoque en réalité l'ensemble de notre corps, et qu'il est donc possible de mieux répartir nos efforts et les ondes de choc. Pour éviter les nuisances des gestes répétitifs, veillez à varier les trajectoires des rythmes, introduisez des ornementations gestuelles et utilisez le plus possible l'autre main. Et tout cela est vrai aussi pour les gestes pénibles, comme de porter quelque chose de lourd ou de piocher ou de pelleter, qui seront alors autant de prétextes pour trouver les bonnes postures et les bons gestes. Pour finir cette partie sur l'ambiguïté au service de votre santé, ayez bien conscience que pour chaque posture, il existe une contre-posture qu'il est important de convoquer régulièrement en fonction de la pénibilité de votre effort. Alors j'aimerais encore développer deux notions qui ont émergé lors de ce développement, à commencer par le mot de danse,
que j'utilise pour parler de choses aussi différentes que la danse festive, le travail gestuel plus cadré et professionnel, mes expérimentations performatives ou encore ces ornementations gestuelles qui ponctuent ma vie quotidienne. Peut-être est-ce parce que je ne me définis pas en tant que danseur. La danse signifie donc pour moi le fait de me connecter au flux de la vie et de me laisser entraîner librement par les vibrations que je ressens dans les différents contextes dans lesquels je me trouve. Ce qui me plaît aussi dans la danse est justement son ambiguïté ontologique. Elle est à la fois l'art du geste gracieux, l'apprentissage pour positionner son corps, mais aussi le lieu d'une certaine mise en péril du corps, une perte d'identité corporelle qui peut être perçue par certains comme une désagréable glissade dans le monde du ridicule et d'une exhibition obscène. Pour moi, la danse est un état d'être au monde et aussi une manière de percevoir la vie comme une grande performance basée sur l'improvisation. L'autre mot en lien direct est celui de jouissance, qui fait aussi partie des mots ambigus de notre langage. Quel lien y a-t-il en effet entre son acceptation juridique, financière, philosophique, sensitive et érotique ? Les différentes encyclopédies consultées sont étonnamment pauvres sur la définition de ce terme. Alors, sans me lancer dans une étude exhaustive du sujet, voici quelques pistes de réflexion. Le terme de jouissance apparaît au XVe siècle et désigne alors l'action de percevoir les fruits d'un bien. Ce terme est alors lié à l'usufruit. Alors là, on s'enlise vite fait dans des subtilités de distinction entre usus, fructus, abusus, qui constituent les trois termes de la propriété. C'est lorsque cette propriété est démembrée que l'usufruit est séparé de la nue propriété. Or, celle-ci, bien que nue, ne permet pas d'en jouir. C'est au XVIe siècle qu'il prend une nouvelle acceptation en lien avec le plaisir, la volupté et le bien-être. On parle alors de plaisir intense, intellectuel ou moral, que l'on tire de la possession ou de la connaissance de quelque chose, pour citer le Larousse. Histoire de brouiller un peu les pistes, le terme « jouir » est aussi devenu synonyme d'orgasme, qui est l'acmé supposé du plaisir et qui est bel et bien un moment tout à fait particulier de notre vie. Alors là, sur l'internet, j'ai trouvé cette phrase paradoxale et complexe. La jouissance ne saurait être réduite à une simple équation. Vaste et puissante, elle dépasse les limites du plaisir sexuel. C'est l'être tout entier qu'elle englobe, ses sens, son imaginaire et son affect. Il est intéressant de voir que le rapport pour le moins ambigu, selon les registres entre jouissance, plaisir, profit et possession. Cela nous interroge sur notre rapport au monde qui nous entoure. Et c'est justement cela, cette connexion pleine et complexe, qui m'intéresse particulièrement. Mélange de perception et d'action, elle implique un engagement de sa personne dans le flux de ce qui advient. Pour ma part, cette improvisation permanente est guidée par une recherche de la posture et de l'action optimale. Je définirai alors optimale comme un état ou une action qui nous semble la plus juste possible en fonction d'une constellation de paramètres relatifs à un contexte donné. Cette faculté à synthétiser les tensions souvent divergentes qui nous parviennent en permanence est d'après moi la plus belle manière de s'inscrire dans le monde. Alors pour finir cet exposé, je voudrais aborder l'ambiguïté gestuelle liée au massage dans cette société qui ne valorise pas la relation tactile entre les individus. Le terme même de massage a été confisqué par les kinés, par la corporation des kinés, qui empêchait les masseurs de l'utiliser, ce qui est en effet assez comique. Il devait s'appeler les praticiens en technique corporelle bien-être, ce qui est en effet assez comique pour caractériser des gestes corporels qui sont pratiqués depuis l'aube de l'humanité et qui sont un des piliers des médecines traditionnelles ayurvédiques et des énergétiques chinoises et qui ont évidemment une valeur thérapeutique indéniable. Praticien en technique corporelle bien-être. Alors heureusement, depuis l'année dernière, cette interdiction a été levée. Par ailleurs, depuis que j'ai ouvert un cabinet de massage à Paris,
je me suis rendu compte de la différence radicale entre un massage réalisé par un kiné et celui réalisé par un praticien bien-être non reconnu par la sécurité sociale. Toute généralisation étant bien sûr réductrice. C'est l'Académie de médecine qui a imposé cette différenciation pour les questions des liquides interstitiels. Non, mais on en reparlera si vous voulez tout à l'heure. Et donc, là où... en tout cas, les témoignages de mes patients m'ont tous confirmé le fait qu'un kiné massera une zone douloureuse spécifiée sur l'ordonnance d'une manière technique, là où j'aurais une approche holistique. Je chercherais au contraire à considérer l'ensemble du corps pour trouver l'origine du problème dans le but d'harmoniser son schéma corporel. Et cette logique, cette origine, peut être de différentes natures. Une compensation physique suite à un accident, une mauvaise posture au travail, un stress ou un choc émotionnel. Et donc, ce sont toutes ces dimensions qu'il convient d'approcher. J'ai par ailleurs choisi d'appeler mon activité cérémonie de massage pour insister sur l'aspect particulier de ce moment où je me concentre entièrement sur une personne qui est venue me voir. Pour ce qui est du geste du massage lui-même, il est indispensable qu'il soit le moins ambigu possible, afin que le patient se sente en pleine confiance. Pour beaucoup, il n'est pas facile de se mettre à nu devant un inconnu, et donc le respect de ces zones d'intimité est essentiel. Tout doit concourir à le mettre à l'aise pour qu'il puisse se détendre, lâcher prise, et ainsi accueillir toutes les sensations qui lui arrivent. Cela dit, l'intention du praticien a beau être dénuée de toute ambiguïté, notamment en termes de voyeurisme ou de sensualité, certains gestes n'en demeurent pas moins ambigus par la qualité même du toucher. Et je dirais même plus, et cela va naturellement à l'encontre du discours officiel, que c'est justement dans cette frange d'ambiguïté que se fait une partie du travail. Les manœuvres, puisque c'est ainsi que l'on nomme les différents gestes répertoriés, vont de l'effleurage, proche de la caresse, un toucher superficiel, à un palpé plus profond et précis, en passant par des empaumages enveloppants, des malaxages longitudinaux et transverses, ou encore des torsions. On alterne donc en permanence des gestes enveloppants pleins d'amour et un toucher ferme et précis sur le mode tête chercheuse, dans le but de dissoudre les contractures physiologiques, localiser les tensions, mais aussi de favoriser l'émergence d'émotions liées à toutes les sensations ressenties au cours de ce voyage corporel. Chaque personne a besoin d'un équilibre spécifique entre ses composantes pour obtenir l'alchimie psychocorporelle recherchée. Pour finir, l'usage de la table de massage permet au masseur d'évoluer librement autour de ce corps allongé pour prendre les postures les plus adaptées à chaque manœuvre. Cette gestuelle s'apparente à de la danse et la connexion entre ces deux domaines a été pour moi une étape décisive dans ma réflexion sur la posture. Alors pour conclure cette approche verbale des gestes ambigus et en guise de transition pour une approche plus expérimentale, je voudrais convoquer l'idée de vertige qui m'est chère. N'est-ce pas justement dans cette perte de repère, dans ce trouble de l'incertitude que se joue l'ambiguïté ? Il existe différents types de vertiges. Le vertige de l'altitude est le plus commun. On pourrait le lire comme un conflit intérieur entre une angoisse irrépressible de tomber et le savoir théorique que cela ne se produira pas. D'autres vertiges sont liés à la présence d'un élément dont la taille, la forme, la couleur ou le son est incongru ou disproportionné, ce qui crée une étrangeté déstabilisante qui nous interroge sur la fiabilité de nos perceptions et sur notre véritable place dans ce monde. Alors ce rapport d'étrangeté est poussé d'une manière parfois extrême par la prise de substances psychoactives, pour ne pas utiliser le terme de drogue qui fait aussi partie des termes bien ambigus de notre langage. Il s'agit alors d'expérimenter un dysfonctionnement cérébral et corporel qui offre des sensations, perceptions et cognitions alternatives. Cette désynchronisation rapide de notre état de conscience génère une certaine confusion.
Il n'est donc pas rare de sentir à la fois une forte fusion à notre écosystème, pouvant aller jusqu'à l'extase, mais en même temps de ressentir la présence d'une forme d'altérité de type mystique. L'ambiguïté se joue ici par une oscillation d'étrangeté généralisée dans notre rapport à notre environnement habituel et à nous-mêmes. Chaque substance propose un paradigme d'ambiguïté spécifique en fonction du métabolisme de chacun. Dans tous les cas, revalorisons ce qu'on peut appeler communément la descente, souvent mal vécue par les usagers, et qui est pourtant un précieux moment de resynchronisation lente avec notre paradigme de vie habituel. Il est donc instructif de vivre pleinement cette reprise de possession de soi-même. Voilà, alors je vais juste préparer un peu.